Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons voir comment aux États-Unis des chercheurs en biodiversité ont découvert que le racisme systémique, ça fait bobo les animaux. Bon. Le racisme systémique nuirait aux oiseaux, aux mammifères et aux reptiles vivant en zone urbaine selon deux chercheurs en biodiversité. Alors, le redlining, le redlining est une pratique discriminatoire consistant à refuser ou limiter les prêts financiers aux populations situées dans des zones géographiques déterminées. Voilà, ça a débuté, je crois, dans les années 60, où justement les prêts financiers, les prêts des banques, tout ça, étaient refusés aux gens qui habitaient dans certaines zones, juste parce qu'ils habitaient dans ces zones. C'est tout. C'était vraiment basé sur ça. Bon, le redlining a chassé les créatures des espaces boisés des quartiers minoritaires et leur absence rend les résidents des minorités mentalement et physiquement malades, rien que ça, affirment des chercheurs en biodiversité. Le racisme systémique, traditionnellement considéré comme un problème strictement humain, a également un impact négatif sur les membres à poil, à plumes et à écailles de nos communautés, selon certains biologistes. Colin Garroway, biologiste de l'Université du Manitoba, et Chloé Schmidt, actuellement au Centre allemand de recherche intégrative sur la biodiversité, ont présenté cet argument dans un article publié en octobre 2022 dans la prestigieuse revue Proceedings of the National Academy of Science. The College Fix a contacté Schmidt et Garroway par courrier électronique en janvier au sujet de l'étude mais n'a pas reçu de réponse. Tiens, comme c'est bizarre. Dans leur article intitulé Systemic Racism Alters Wildlife Genetic Diversity, le duo discute des résultats d'une étude récente qu'ils ont menée, écrivant qu'aux États-Unis, le racisme systémique a eu des effets durables sur la structure des villes, en particulier en raison les politiques de redlining mandatées par le gouvernement qui ont produit des quartiers de ségrégation raciale qui persistent aujourd'hui. Après l'analyse de leurs données, les auteurs ont déclaré avoir trouvé des relations cohérentes entre la composition génétique de la faune et la composition raciale des quartiers, bien évidemment. Plus précisément, ils ont indiqué que dans les quartiers à prédominance blanche, les espèces présentaient généralement et systématiquement des tailles de population effectives plus importantes et une diversité génétique plus élevée, entre autres mesures de la santé de la population et de sa persistance probable. Ils ont également reconnu que, d'après leurs analyses, les effets de la ségrégation sur la composition génétique étaient faibles. En essayant d'expliquer le schéma rapporté, les auteurs ont noté plusieurs raisons pour lesquelles les quartiers urbains majoritairement non blancs ne parviennent pas à soutenir des populations sauvages prospères. Certaines de ces raisons sont liées aux caractéristiques des environnements urbains qui les rendent généralement moins hospitaliers pour la faune, comme les populations humaines denses, la présence accrue de routes et de voies ferrées, les lumières nocturnes et l'utilisation accrue des terres par les humains. D'autres ont trait à diverses politiques mises en œuvre au cours du dernier demi-siècle ou plus, comme les investissements publics, le zonage des installations industrielles et les décisions relatives à l'aménagement d'espaces verts. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de beaucoup d'imagination pour comprendre pourquoi les environnements où il y a beaucoup de gens, un trafic intense, des lumières vives et des installations industrielles peuvent être indésirables, invivables ou carrément mortels pour de nombreuses espèces. Bah oui, ça c'est la base. Au centre-ville, on voit rarement des animaux sauvages qui se promènent. Ce n'est pas du tout une question de racisme ou de ségrégation, c'est juste normal, c'est qu'ils n'ont pas leur place ici. Cependant, Schmidt et Garroway vont un peu plus loin, affirmant que les tendances faibles mais cohérentes révélées par leurs données démontrent qu'il est clair que le racisme systémique modifie la démographie des populations d'animaux sauvages urbains à l'échelle nationale d'une manière qui peut façonner les processus évolutifs agissant sur eux et leur probabilité de persistance à long terme dans les villes. Tel que présenté dans leur article, il n'est pas clair si leur définition du racisme systémique, dans ce contexte, fait spécifiquement référence au redlining et à ses conséquences potentiellement persistantes, aux caractéristiques générales des environnements urbains dans les quartiers minoritaires, ou à une politique ou un processus permanent plus intentionnel. Néanmoins, dans leurs articles du PNAS, Schmidt et Garroway affirment que l'impact du racisme systémique sur la faune urbaine n'est pas seulement préjudiciable aux animaux, mais constitue une autre façon dont le racisme systémique a un impact négatif sur les communautés minoritaires.
Ces résultats, écrivent-ils, sont préoccupants car la biodiversité urbaine est importante pour le bien-être mental et physique de l'homme et les disparités dans l'accès à la nature s'ajoutent aux nuisances environnementales existantes liées à la santé dans les quartiers majoritairement non blancs. En d'autres termes, non seulement le redlining a chassé les renards roux, les coyotes et autres créatures des bois des quartiers minoritaires, mais leur absence rend les résidents minoritaires mentalement et physiquement malades. Ah, c'est vrai, hein. Moi, si je ne vis pas au milieu des renards, je ne me sens vraiment pas bien. Les renards ont une grande part de responsabilité dans ma santé mentale et physique. C'est pourquoi les deux biologistes appellent à des réformes tant dans le domaine de l'urbanisme que dans celui de l'enseignement pour redresser ces injustices. Répartir équitablement et augmenter la quantité et la connectivité des habitats naturels dans les villes, affirme-t-il, peut être bénéfique pour le bien-être humain tout en contribuant à renforcer la résilience de la faune urbaine. Ils ont également laissé entendre que leurs résultats soulignent la nécessité d'accroître la diversité raciale dans les sous-domaines de l'écologie et de l'évolution en biologie, où, selon eux, la diversité raciale est durablement faible, ce qui favorise les angles morts qui freinent les progrès de la recherche qui recoupe la justice environnementale. Ah bah oui. Il faut de la diversité raciale parce que sinon on ne peut pas faire de progrès dans la recherche. Oui, c'est tout à fait logique. Eh bien, dites-moi si vous aussi, vous ne vous sentez pas bien mentalement, physiquement, si vous n'êtes pas entouré de renards, loups et autres fauves. Bon, voilà, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!